Alors que les constructeurs chinois misent tout sur l'innovation, la nouveauté et la promesse technique, les constructeurs européens, Renault en tête, se tournent vers leur passé. Ils utilisent le capital sympathie de leur histoire pour conserver leur part de marché. Alors, est-ce un aveu de faiblesse ou une stratégie bien pensée pour rester ancré dans le paysage automobile et prendre à contre-pied les constructeurs chinois? Bienvenue sur la chaîne Les Clés du Volant. Aujourd'hui, on se pose une question qui doit hanter les couloirs du marketing et des bureaux d'études de nombreux constructeurs. S'accrocher à son passé est-il une bonne idée ou est-ce le dernier tressaillement des constructeurs historiques avant une fin annoncée? La Renault 5, la 4L et maintenant la Twingo sont les exemples les plus frappants de cette nouvelle mode du revival. BMW s'y met avec sa Neue Klasse, qui reprend le concept de la Neue Klasse des années 60, qui allait poser, elle, les jalons de ce qui fut ensuite BMW pour quelques décennies. Même le dessin de la calandre est calqué sur celui de sa glorieuse aînée. Audi nous refait le coup de la TT, alors qu'il y a peu, ils annonçaient l'abandon du modèle. Land Rover et Mercedes tentent de nous séduire avec un Defender et un Classe G qui évoquent vaguement deux des plus emblématiques 4x4 de toute l'histoire du franchissement. Et ne parlons pas de DS Automobile qui a tenté de créer toute une gamme en s'appuyant sur un modèle iconique de l'histoire de l'automobile. Gamme qui d'ailleurs ne reprend aucun des codes stylistiques ni aucune idée technique de la DS. On est plus dans la farce marketing que d'ailleurs Citroën et Stellantis sont en train de payer au prix fort. Citroën parce qu'elle s'est vue amputée d'une partie de son histoire sur laquelle elle pourrait capitaliser aujourd'hui, et Stellantis parce qu'ils ne vendent plus de Citroën ni de DS. Les clients Citroën ne se retrouvant pas dans la marque qui, historiquement, capitalisait sur son histoire, et DS par l'absence de légitimité. Un comble. Mais si ce choix marketing s'est soldé par une catastrophe commerciale, c'est une étape de l'histoire du revival qui a introduit tout ce que nous vivons actuellement. Je disais que le revival est une histoire européenne, mais finalement, même les Japonais et les Américains s'y mettent. Certains en ressortant des appellations du passé, comme Ford avec sa Capri et sa Mustang Mach-E, deux noms qui évoquent un passé glorieux, pour deux modèles de SUV qui n'ont rien, mais alors absolument rien en commun avec les coupés des années 70 qui ont introduit ces noms. Aux USA, ils ont ressorti un nouveau Bronco, qui lui ne trahit pas le concept initial au moins. Et pour le Japon, il n'y a qu'à voir Honda et sa nouvelle Prélude en attendant la nouvelle NSX. Bref, des exemples, il y en a beaucoup, et j'en oublie sans doute. Il n'y a guère que Jaguar pour tenter le coup de l'innovation, mais comme ils viennent de licencier coup sur coup leur chef designer et leur PDG, il y a fort à parier qu'un retour en arrière soit possible, et qu'ils ressortent une XJ ou une Type E. Remarquez, une Type E modernisée avec un bon gros 6 cylindres en ligne, avouez que ça aurait de la gueule. Mais bon, ne rêvons pas trop, il y a peu de chances pour que ça arrive. Si, pour certains, le marketing du revival est une pleine réussite, comme pour la R5, pour d'autres, c'est un échec cuisant. Ford en fait les frais. Tant la Capri et la Mustang Mach-E sont des échecs commerciaux. Cela prouve déjà que pour bien vendre un modèle qui s'appuie sur son histoire, faire les choses à moitié est la garantie d'aller dans le mur. Ou vous y allez à fond, c'est-à-dire nom du modèle, forme qui ressemble ou évoque vraiment le modèle de l'époque, et positionnement marché en conformité avec ce qui était fait dans le passé. Fiat l'avait d'ailleurs déjà bien compris il y a 20 ans lorsqu'ils ont ressorti la 500. Volkswagen un peu moins avec la New Beetle et Ford pas du tout. Oui, parce que dans le revival, il y a des codes à respecter qui en font sa cohérence. Le nom représente l'ancrage, la forme, la reconnaissance, et le positionnement représente l'esprit. Lorsqu'un constructeur manque une de ces trois cibles, la voiture sera un échec commercial. Ça ne veut pas dire que la voiture en question est une mauvaise voiture, ça veut simplement dire qu'elle n'est pas en phase avec sa cible. Et ça, peu importe le secteur d'activité, si vous sortez un modèle qui ne respecte pas les codes de sa cible, c'est le plantage assuré. Et c'est d'ailleurs assez étonnant que chez Ford, il n'en ait pas tenu compte lors de la phase de développement de la Capri et de la Mustang Mach-E. Ceci est d'autant plus surprenant avec la Mustang puisque dans la gamme, justement, il y a une Mustang pas Mach-E qui, pour le coup, est une vraie Mustang, un coupé et non pas un SUV. Pourquoi ne pas avoir appelé la Mustang Mach-E
e-Explorer. Ça aurait été beaucoup plus en phase avec son ADN, en tout cas je pense. Je n'ai pas la réponse, mais si vous l'avez, dites-la moi dans les commentaires, j'avoue que cela m'intéresserait beaucoup de la connaître. Quand j'y pense, c'est assez surprenant de voir Ford, constructeur automobile américain par essence, sans mauvais jeu de mots, tenter de s'appuyer maladroitement sur son histoire pour construire son avenir, alors que ce qui a fait la force de son pays de naissance est justement son absence d'histoire. Bref, donc là, nous savons ce qu'il ne faut pas faire dans le revival, mais cela ne répond pas à la question que l'on se pose dans cette vidéo, faire du revival est-il un aveu de faiblesse ? Pour commencer à répondre à cette question, retournons presque 20 ans en arrière, en 2007. Fiat nous refait alors le coup de la 500, et c'est un succès immédiat. Elle n'est pas forcément bien finie, elle ne promet pas de pouvoir faire le tour du monde à son volant, et ses moteurs ne sont pas les plus fiables de l'histoire de l'industrie automobile. De loin s'en faut d'ailleurs. Mais c'est un gros succès, tant d'ailleurs auprès de la jante féminine que du pneu masculin. Fiat va tenter de surfer sur la vague en la déclinant à toutes les sauces. 500L, 500X, i500 et 500 hybride. Oui mais voilà, au bout d'un certain temps, Fiat s'essouffle et peine à renouveler la nouvelle Fiat 500 qui, de nouvelle 500 en nouvelle 500, reste la 500 et perd de son pouvoir de séduction. Il n'y a plus aucune surprise lorsqu'une nouvelle version est présentée. Il y a cette impression de déjà-vu, de voir toujours la même chose, et finalement, elle est devenue victime de ce qui a fait son succès. On l'aperçoit comme une vieille nouvelle voiture et non plus comme un modèle à la mode. Reconnaissable, oui, justement, trop reconnaissable et pas assez novatrice. Alors, dans ce contexte, est-ce que les constructeurs historiques ont raison d'aller dans cette direction ? Pour que le revival soit une pleine réussite pour eux, il faut impérativement qu'ils prennent cela comme un one-shot. Un bon coup, sur une période donnée, mais pas une stratégie long-termiste qui, à terme, lassera les consommateurs et ne s'adressera plus qu'aux passionnés du modèle. Ce qui laisse penser que cette mode du revival est, en fait, pour les constructeurs, une façon de temporiser en attendant de trouver un second souffle, une nouvelle inspiration qui leur permettra d'envisager l'avenir sereinement. Faut-il s'attendre à ce qu'il y ait dans l'avenir de nouvelles résurrections de modèles emblématiques ? Faut-il s'attendre à une nouvelle 309 ou une nouvelle AX ou une nouvelle R14 ? Ce qui serait d'ailleurs l'occasion pour Renault de se venger du passé. Ce qui est certain, c'est que, dans l'immédiat, nos constructeurs historiques n'ont pas d'autre idée, voire pas vraiment d'autre choix. Face à la puissance de l'outil industriel chinois subventionné par Pékin, ils ne peuvent pas se mesurer directement à eux. Et, comme le marché intérieur chinois est maintenant complètement verrouillé par les constructeurs et la production autochtone, ils se retournent vers leur marché historique. Alors, non seulement le revival est pour les constructeurs un aveu de faiblesse dans la créativité et dans l'innovation, c'est aussi un aveu de faiblesse dans leur capacité à conquérir de nouveaux marchés. Le revival est une tentative désespérée de se réincarner. Ils jouent sur la nostalgie et mettent à profit l'idée que c'était mieux avant. Et comme le temps enjolive les souvenirs. Mais quelle pourrait être leur porte de sortie ? Le revival, comme nous l'avons vu avec la Fiat 500, ne peut pas durer indéfiniment. Le risque de se lasser est grand et on arrive très vite à tourner en rond. Les constructeurs se doivent de poser la bonne question. Faut-il voir le revival en un reboot comme cela se fait au cinéma ? Une façon de repartir sur de bonnes bases, de recréer l'histoire et de préparer l'avenir. En tout cas, il faut espérer que c'est comme cela que les constructeurs l'envisagent et qu'ils anticipent déjà l'après. Qu'ils ne se contentent pas de naviguer à vue, sans quoi cette parenthèse du revival pourrait, à terme, leur coûter très cher et sonner le glas de toute l'industrie automobile occidentale. Finalement, la clé du succès réside tant dans leur capacité à nous rappeler ceux qui ont fait leur gloire qu'à nous projeter dans un avenir automobile où l'image forte dont ils bénéficient soit validée par des innovations technologiques que même les Chinois n'auront pas vu venir. Un peu à l'image de Tesla, mais avec une histoire plus ancrée dans notre inconscient et la grosse tête en moins. Et vous, que pensez-vous de cette stratégie ? Est-ce que la nostalgie vous fait acheter ? Dites-le moi dans les commentaires. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur cette mode du revival. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner,
à liker, à partager et à booster cette vidéo. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, les clés du volant. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!